Alors, donc l'idée c'est, alors je vais vous parler, je suis désolé, je vais vous parler beaucoup d'électronique, qui est plus ma spécialité que l'informatique, mais bon voilà, nos radios, ça permet de rejoindre un peu les deux mondes. La présentation est sur 4 points. Donc en introduction, je vais donner un petit peu les différents éléments qui m'ont conduit à concevoir ces front-end optiques. Ensuite, on va parler du design des front-end donc avec 10 MHz de bandwidth. Je vais parler de la démo qu'on fera cet après-midi. Et puis donc une conclusion avec les choses qui restent à faire, il y en a encore beaucoup. C'est tout ce qui est communication optique, c'est quelque chose qui est très intéressant pour différentes raisons, puisqu'on a en fait un spectre radio qui est de plus en plus occupé. Donc là, en optique, on a vraiment de la place. On peut, en termes de sécurité, c'est vraiment intéressant. On est dans une pièce, donc on a peu de chances que des gens en dehors de la pièce, on n'a même pas du tout, puissent en fait écouter nos communications. Donc pour de la sécurité, c'est très bien. Ça a aussi de bonnes propriétés par rapport à l'influence sur le corps humain, contrairement aux technologies radio. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on est impliqué avec mes collègues dans un projet européen qui s'appelle Aircraft Light Communication Clean Sky 2. Donc c'est pour concevoir en fait un système de communication pour les pilotes à l'intérieur des avions Airbus. Et l'idée, ça a été effectivement de choisir donc la technologie LiFi. Donc nous, pour concevoir en fait les différents algorithmes pour justement ce système pour les pilotes, on avait besoin en fait d'un système de transmission flexible qui nous permette de tester finalement différents procédés de transmission en analogique ou en numérique. Enfin, on s'oriente plutôt effectivement vers le numérique, bien sûr. Et là, l'idée, c'était que la radio logicielle, c'était vraiment l'outil idéal. Le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément dans le catalogue Etus Research des cartes qui permettaient de faire de la transmission optique. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur de la conception de cartes de front-end optique, justement, qu'on peut brancher sur des USRP. Alors, c'est là que je vais parler un petit peu d'électronique. Alors, on est parti sur une largeur de bande d'à peu près 10 mégas, puisque dans les évaluations de débit qu'on a fait pour justement la communication donc entre le pilote et puis donc le point d'accès, on est à des débits de 4-5 mégabits par seconde. Donc, j'ai pris pour démarrer une largeur de bande d'à peu près 10 mégas. Donc, en fait, il faut savoir que le problème du lien infrarouge, ça travaille en bande de base et avec le 0 Hz. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la LED et la photodiode, donc côté émission et côté réception, donc qui font la up et down conversion vers donc la fréquence infrarouge, donc sur la longueur d'onde infrarouge. Donc c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête. Donc ça veut dire que j'ai besoin de 0 Hz en sortie de mes radios USRP. Donc là, les cartes de chez Etus qui collent bien. Alors au début, j'étais parti sur le fait de concevoir complètement l'interface, remplacer la LFTX et la LFRX, mais pour l'instant, ça répond à nos besoins. Ce sont donc des cartes en fait, qui ont des largeurs de bande entre 0 et 30 mégas. Elles coûtent 83 €. Et par exemple, pour une USRP N210, je suis désolé, je ne suis pas encore passé à National Instruments, je reste avec les dénominations Etus pour l'instant. On peut mettre en fait une carte LFTX et une carte LFRX dans une USRP N210 ou dans une X310 en fait. Donc on peut faire du full duplex avec ces cartes. Alors, le problème de l'émetteur, donc une LED infrarouge, ça se pilote en courant, d'accord? Donc, la LFTX va sortir des tensions qui sont entre plus ou moins 1 volt, et donc il faut que je convertisse ça entre 0 et 100 mA. C'est effectivement le courant de pointe, courant max de ma LED. Alors, la structure classique en électronique pour faire ça, c'est simplement un convertisseur donc tension-courant. Donc le problème, c'est qu'on est à 10 mégas, il faut des LED qui soient suffisamment rapides, et aussi, si on utilise une structure ampli-op, ce que j'ai fait, donc un ampli-op donc à haute vitesse avec un courant relativement important. Alors, les bestioles qui correspondent bien à ce genre de choses, ce sont des amplis vidéo. Alors, une limite, mais qui peut être dépassée, c'est qu'en fait, on a seulement 6 volts
en sortie de la boîte de l'USRP N210. C'est l'alimentation qui sort directement d'ailleurs du bloc 2 ampères, enfin, elle est quand même régulée. C'est la seule qui est capable de fournir au moins 100 mA. Donc je me suis servi de ça, mais c'est évident que si on veut des tensions différentes, pour alimenter les amplis Hop, avoir plus de LED aussi, il va falloir bricoler avec des convertisseurs de tension, mais ça c'est quelque chose qui est relativement courant. D'ailleurs, il y a sur les schémas ETUS, il y a des choses qui sont dessus, donc ça peut être intéressant de partir de là. Donc ma LED, elle a en fait une tension directe de 1,7 volts, donc avec ces 6 volts que j'utilise, je peux en connecter 3. Donc ça va me limiter forcément ma puissance effectivement d'émission, mais voilà, si je veux en faire plus, il faut que je pense à augmenter la tension avec un convertisseur. Mais dans un premier temps, on a pris donc 3 LED, ce qui nous suffit pour les essais qu'on va faire. Alors, je vais peut-être passer sur la partie schéma électronique. C'est un schéma relativement classique, à part l'ampli Hop qui n'est pas quelque chose de très classique, donc qui pilote simplement un transistor, avec une résistance de 10 ohms qui va me donner effectivement quelque chose qui va aller entre 0 et 100 mA pour une tension qui rentre entre plus 1, moins 1. Donc là, vous avez à droite la photo de la carte que vous verrez cet après-midi sur la manip. Donc c'est la réalisation finalement de cette carte qui est branchée sur une USRP N210. Donc vous voyez les 3 LED qui sont effectivement mises dessus. Alors j'ai une zone qui me permet de faire du prototypage, c'est-à-dire qu'on a différents types de LED qu'on teste effectivement. Donc là, j'ai fait un choix sur des LED qui marchent très bien avec la démo que je vais vous présenter après. Mais voilà. Donc, pas de problème, ça fonctionne très très bien. Il faut à peu près 2 heures pour monter une carte comme ça. Si on a les outils, on a ce qu'il faut chez nous. Puis moi, j'aime bien faire de l'électronique, donc je me suis amusé à souder tout ça. Mais ça, c'est si on aime faire ça. Sinon, on peut effectivement faire fabriquer par des sociétés spécialisées. Alors, la partie émetteur, c'est relativement facile. Là où ça se complique un petit peu, c'est du côté du récepteur. Alors la photodiode, c'est une photodiode PIN qui est utilisée. Donc vous avez le modèle électrique qui est représenté. Donc c'est une source de courant, donc avec en parallèle une résistance de très forte valeur et une capacité parasite qui va être le problème ici, dans le sens où ça va nous limiter la largeur de bande de transmission. Donc il faut jouer là-dessus en fait. Donc la photodiode, simplement, c'est quelque chose qui convertit une énergie lumineuse en un courant. Alors il faut savoir que c'est des courants extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'on est dans des courants de l'ordre de la dizaine de microampères au maximum. D'accord ? Et ça, il faut le convertir en une tension, toujours entre plus 1 moins 1 volt. Donc le circuit classique, quand on cherche un petit peu dans la littérature, c'est ce qu'on appelle un amplificateur à transimpédance, donc un TIA. Alors, ces TIA existent, donc ce sont des amplis Hop spécifiques, mais ils sont super chers quand même. C'est 10 € l'ampli Hop, donc il y a intérêt à faire attention à ne pas le griller quand on joue avec ce genre de choses. Alors, la contrainte, c'est que c'est des amplificateurs opérationnels qui doivent avoir des courants de polarisation extrêmement faibles. Il faut savoir qu'un ampli Hop classique a des courants de polarisation de l'ordre du microampère, voire de la dizaine de microampères, donc ce n'est pas compatible avec ce genre d'application. Donc il faut des courants de polarisation qui sont de l'ordre de la dizaine de nanoampères. Donc la solution, c'est un étage d'entrée sur l'ampli Hop. C'est comme ça que c'est fait sur ces ampli Hop spécialisés, qui sont des JFET, des transistors à effet de champ. Il faut également, on va voir pourquoi, un produit gain-bande qui est très élevé, c'est-à-dire typiquement supérieur au gigahertz. Donc ça, c'est les contraintes. Alors, juste une chose par rapport à ce type de techno, la recherche et le développement sur ce genre de choses, ça s'est arrêté en fin des années 90. Donc les bonnes références, y compris au niveau des livres, c'est des livres de 95 jusqu'à 2000. Quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses technologiques qui ont été créées au niveau des composants qui nécessitent d'être un peu remis à jour. Alors, premier essai sur le récepteur, c'est en utilisant un outil en ligne de chez Analog Devices. Donc, c'est un Wizard. Donc, on donne les propriétés de sa photodiode. Et puis, le petit Wizard va nous choisir les amplis Hop, évidemment, de chez Analog Devices, qui correspondent
à ce qu'on veut faire. Et là, c'est un exemple, donc, effectivement, avec une puce de chez eux qui est relativement chère. Alors, si vous êtes un petit peu attentif au niveau de l'électronique, vous voyez que j'ai un condensateur qui me permet de stabiliser en fait mon montage, puisque j'ai un gain extrêmement important. Stabiliser mon montage, c'est la capacité CF, elle fait 751 femtofarads. Alors, quand vous êtes en train de concevoir un PCB avec une capacité de cette valeur-là, il faut faire très attention. Donc, composant CMS avec un certain nombre de choses, donc faire passer une partie de masse sous le composant et tout, parce que sinon, vous allez largement dépasser ça et votre truc il va être totalement instable. Donc, ça fait partie un peu du jeu de genre de circuit qui a l'air pourtant, comme ça, relativement simple. Alors, j'ai cherché à réduire les coûts aussi, puis je suis tombé justement sur un article des années 2000 d'une personne qui était un peu, c'est un ingénieur donc de chez Analog Devices, qui est décédé maintenant, mais qui était vraiment quelqu'un d'intéressant parce que chaque fois, sur sa page, il mettait des designs et donc discutait sur différents éléments. Et là, ce qu'il a fait, il s'est dit, un ampli-op, un TIA, c'est super cher. Donc, je vais prendre un ampli-op vidéo beaucoup moins cher. Et puis, la partie entrée, c'est moi qui vais mettre les transistors JFET devant. Et donc, il a pris des transistors JFET qui sont des transistors HF. Et ça donne des choses qui sont très intéressantes. Et surtout à un coût qui est 10 fois moindre que la solution TIA. Alors, ce qu'on a fait pour valider un petit peu tout ça, et on fera la démonstration cet après-midi, et donc je préciserai que là, je n'utilise pas le récepteur dont j'ai parlé, mais j'utilise un casque du commerce, puisque c'est intéressant justement d'avoir quelque chose d'un peu parlant. Donc c'est ce qu'on trouve dans certaines voitures américaines, c'est un Car Audio Entertainment System. Donc en fait, c'est de l'infrarouge, donc les passagers mettent leur casque infrarouge. C'est un casque qui coûte à peu près 10 € sur Internet. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui marche c'est de la FM, sur 2 fréquences porteuses, à 2,3 mégas et 2,8 mégas. Donc on va moduler la partie infrarouge autour de 2,3 et 2,8 pour la partie gauche et la partie droite. Donc le signal audio, c'est donc de la stéréo en fait. Donc à gauche, l'USRP qui est équipé de la carte émettrice, et à droite, donc mon collègue qui a le casque sur les oreilles. Alors j'ai quand même, on trouve des infos assez, pas très précises sur ce type de système. Donc la première chose que j'ai faite, parce que j'aime bien aussi démonter, j'ai ouvert le casque pour voir un petit peu comment c'était fait. Donc c'est pas très compliqué finalement, c'est 2 chips de chez Motorola qui sont des modulateurs FM en fait, et avec des discriminateurs, donc 2.3, 2.8, et puis on a aussi du 3.2 et du 3.8, donc à droite. Donc c'est simplement des décodeurs FM stéréo. Donc vous voyez sur la partie gauche, en haut et en bas, vous voyez les photodiodes. Puis après, il y a un ampli audio dessus, quoi. Donc c'est relativement simple. Donc je me suis dit, je dois pouvoir faire ça avec GNU Radio. Et donc j'ai fait un flow graph avec GNU Radio. Donc j'ai généré justement 2 porteuses, donc à 2.3 et à 2.8. Alors vous étonnez pas trop sur le fait que j'ai 2 Rational Resamplers, mais c'était en fait tout simplement pour jouer sur la longueur du filtre, justement pour la diminuer, parce que pour faire fonctionner ça en temps réel, ça ramait sur un certain nombre de PC. Donc là je suis descendu à 244 coefficients pour les 2 filtres, donc ça passe relativement bien. Voilà, c'est autrement rien de particulier par rapport à ça. Donc je lis un fichier audio et donc modulation FM avec les blocs classiques qui sont le wideband FM transmit, et puis simplement les histoires de changement de fréquence puisque j'échantillonne au final sur 12,5 mégas. Oui, je ne peux pas jouer avec la fréquence porteuse directement sur la carte LFTX tout simplement parce que j'ai 2 porteuses différentes, donc je suis obligé de les fabriquer comme ça. Voilà, alors Etus propose quand même une large gamme de cartes PHY RF. Mais en fait, quand on veut faire autre chose que de l'ARF, il n'y a rien. Et même sur des bandes RF comme par exemple le 60 Go, il n'y a encore rien. On est en train justement au labo d'essayer de développer une interface aussi pour ça. Par contre,
ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface donc en sortie des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, elle est relativement générique et c'est relativement simple de se développer sa propre daughter card. Alors évidemment, les contraintes, c'est quand on augmente la vitesse que ça va être un peu plus coton au niveau du routage, etc. Mais c'est jouable en fait. Le grand avantage, c'est qu'on rentre dans le monde GNU Radio et toutes les librairies disponibles. Donc si on veut faire n'importe quel procédé de modulation, on a quasiment tout ce qu'il faut, donc c'est super. Donc le total en termes de coût, dans ce qu'on a fait nous, c'est à peu près une cinquantaine d'euros. Donc c'est tout à fait raisonnable. Alors l'idée maintenant, c'est de développer un AGC, donc un contrôle automatique de gain pour la partie récepteur, parce que ça c'est un petit peu le souci, en fonction du nombre de LED, en fonction de la distance. Voilà, c'est le boulot auquel il va falloir qu'on s'attelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Une question ? Je vais poser alors une question. C'est l'électronique, apparemment, ça a l'air ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on puisse passer, par exemple, au LiFi, utiliser de la lumière, genre pour illuminer, en même temps, on génère un signal. Alors, le LiFi, j'ai un collègue, Damien Sauvron, justement, qui est en train de faire de reverse engineering sur un dongle LiFi. Et là, il y a pas mal de. Enfin, c'est fermé, quoi. Donc on est en train de regarder, il a pas mal avancé déjà là-dessus, quoi. Mais si tu veux, pour l'instant, je n'ai pas trop creusé cet aspect-là. D'accord. Mais alors, la grande mode aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la Visible Light Communication. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est des... Donc, pareil, avec ce genre de choses, on peut aussi faire de la VLC. Alors, il y a des choses en termes de driver un petit peu plus costaud parce que c'est un peu plus de courant quand même, mais ça reste avec le même principe en fait. Ouais. Est-ce que le LiFi, il est 802.11 ? Alors, c'est une partie de 802.11, ouais. Stéphanie, tu me corriges si je dis des bêtises. Je m'en rappelle plus de manière plus précise, mais effectivement, c'est en cours de normalisation en fait, et c'est pas complètement. Je sais plus le 802.11. Je crois qu'il y a une partie de la stack 802.11 effectivement qui est implémentée, mais après il y a des différences, quoi. C'est-à-dire que, alors la chose dont je me souviens, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est que il y avait dans 802.11, il y avait un groupe de travail justement dans les années 2000 qui avait travaillé pour justement avoir quelque chose qui était 802.11 et ils en étaient arrivés à de la modulation, la même chose que IRDA. On retrouve quelques petites choses dessus. Les couches Mac, etc., il y avait une adaptation pour faire à peu près du 802.11, mais ça a été quelque chose qui n'a jamais été vraiment dans la norme en fait. Et je pense que les gens de la pure LiFi en l'occurrence, ils se sont lancés un petit peu sur ça. Et notre idée dans le projet ALC, c'est justement d'essayer de faire quelque chose de compliant le plus possible en se servant de ce qui avait déjà été fait dans les années 2000. C'est ce qu'on va faire justement pour les pilotes, avec un certain nombre de contraintes. Parce que je pense qu'une des avantages d'utiliser GNU Radio, c'est qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des couches Phi. Ouais. Et du coup, avec un adaptateur comme ça, on peut réutiliser une partie, soit tout leur couche Phi, ouais, qui est utilisée pour la radio, mais on peut juste adapter un peu pour la lumière. Soit une partie, comme par exemple le 802.11, il y a déjà des implémentations disponibles. Donc ça, alors le problème dans le consortium, avec des gens comme Pure LiFi, il y a du business derrière. Pure LiFi n'est pas très ouvert pour donner des informations. Il faut un peu leur tirer les verres du nez pour avoir des infos. C'est vrai que c'est compliqué. D'autres questions ? Oui, par rapport au front-end optique, pourquoi pas utiliser des systèmes qui sont déjà utilisés dans les routeurs, par exemple, tout ce qui est routage optique, tous ces systèmes de réseau optique sur lesquels c'est des modules qui sont encastrables et qui sont assez peu chers et qui permettent d'aller quand même à des débits très élevés. Alors si on est sur de l'IRDA, je ne suis pas un spécialiste de ces parties routeurs, mais il me semble que pour les routeurs, pour de la haute vitesse, c'est des diodes laser en fait. Ah oui, très souvent, oui. Oui, justement. Donc le problème de la diode laser, alors, le contexte, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a
des soucis, c'est-à-dire que même si c'est de l'infrarouge, on ne peut pas dépasser une certaine puissance à cause des yeux. Donc il y a cette problématique-là pour les pilotes, c'est clair. Ça a été normalisé, hein, donc de toute façon, on ne pourrait pas jouer avec des diodes laser. Ça, c'est juste pas possible. Effectivement, si on veut monter en débit, la solution diode laser, il y a des chips tout faits qui existent pour faire du gigabit et plus, hein, sans problème. Mais on ne peut pas, nous, dans notre contexte, faire ce genre de choses. Le problème, c'est peut-être la directivité aussi. Ça aussi, bien sûr. Parce que là, je suppose que c'est pour ça que vous avez mis trois LED, c'est pour la voiture. On peut jouer en fait sur l'angle d'ouverture des LED. Hein. Ça, c'est des LED qui ont un angle d'ouverture de 17 degrés pour le test. Donc, on a évalué pour le projet, on va avoir un angle d'ouverture de 60 degrés à peu près, hein, je crois, pour l'émetteur, c'est ça. Tout à fait. Le problème, c'est effectivement très directif, en plus d'être pas tiré pour les yeux. Enfin, très dangereux. L'objectif, c'était pas forcément d'avoir quelque chose de très haut débit et de directif, mais au contraire d'avoir la mobilité à l'intérieur du cockpit, puisque le but c'est de faire des communications en fait, avec les casques des pilotes, donc qu'ils puissent se pencher, se tourner, se lever, s'asseoir, et que ce soit toujours dans... D'accord. Après aussi, ça peut être vu comme une chose indépendante qui sera accordée sur une fibre optique avec une partie optique qui permet d'avoir justement cette antenne omnidirectionnelle sur laquelle vous touchez tout, mais éventuellement un accumulateur aussi. Oui, tout à fait. D'autres questions? Donc on va remercier Hervé. Ouais, je voulais juste encore vous donner une petite info qui ne concerne pas ce projet-là. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est toujours moitié prix pour le moment. Si vous avez entendu parler de ça. Oui. J'attends depuis le mois de février. Ah, je l'ai reçu, moi. Ah bah, je pense que bon. 80 € chez Moser, le prix sera 150 € après. C'est en fait un AD9363, 300 mégas, 3 gigabits. Et en bidouillant le firmware, on peut le débrider pour le faire passer à 50 mégas, 6 gigas comme un AD9364. C'est un émetteur-récepteur. Oui. Ça marche, ceux qui n'aiment pas MATLAB, ça marche aussi sous MATLAB, mais ça marche sous GNU Radio, c'est totalement compatible GNU Radio. Donc c'est super. Ce qu'il faut faire attention juste, c'est qu'il n'y a pas de filtrage de transmission, donc quand on fait des transmissions avec, on a un temps de couvrir tout le spectre. Donc il faut juste faire attention quand on met des antennes, et effectivement c'est très intéressant. Tu l'as reçu pas, Je l'ai reçu, écoute, début juin. Et pourtant, je l'ai commandé vraiment au dernier moment, quoi. Parce que j'ai un collègue qui m'avait dit ça. Tu vois. Je sais pas comment il gère. Je sais pas comment il gère leur commande. Bon, on va juste remercier.